Bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres. Nous sommes lundi et c'est la toute première édition de la semaine de la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de consultation électorale, brouillage sur le chiffre de la population. C'est le grand titre ce matin pour dire que les Camerounais vont reprendre le chemin des urnes dans quelques mois en principe, alors qu'aucune solution n'a toujours été trouvée donc dans le cadre du vivre de cette polémique qui enflamme la toile et bien entendu qui a secoué les hommes politiques il y a quelques années et qui entourait notamment les résultats du dernier recensement public ou publié en 2010. Le journal est revenu ce matin pour parler de grosses tricheries quant à la représentativité même des prochains élus locaux. C'est en page 3 du journal qui parle ici du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le sud. Les langues se délient carrément. Nous ne laisserons pas ces hommes du passé détruire l'image et bien entendu compromettre aussi l'avenir même de la nouvelle génération des enfants du Sud dans la République. Soutient d'ailleurs une élite de cette partie du pays. C'est en page 10. Le journal parle également du transport terrestre avec l'ultimatum des transporteurs réunis donc à Douala, des acteurs venus de la République centrafricaine, du Tchad, du Cameroun, qui ont d'ailleurs fait le top 6 du GPS institué donc au Cameroun en mars 2009 et qui a montré toutes ses limites. Le journal propose d'ailleurs le dossier ce matin et parlant aussi des législatives municipales, le Social-Démocratique Front remobilise ses troupes en prélude justement à ces consultations électorales. L'honorable Jean-Michel Nitieux, président régional du Social-Démocratique Front, a effectué une tournée de redynamisation des structures de la dite formation politique dans le département du Mungo. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression disponible en kiosque ce matin. Le journal Le Messager pour sa part parle de sanctuaire à Gori de Mengame, le hold-up de Mvondo Assam, Bonivan, bien entendu, c'est le journal qu'il précise, déclarer l'utilité publique ce domaine forestier en voie d'être classé patrimoine de l'État, aiguise notamment les appétits du boulimique neveu du chef de l'État, président de la République. Le journal propose également l'article en page 5 ce matin et parlant notamment de ce meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La police saute sur les militants. C'est en page 3 du journal, disponible en kiosque. Le journal parle également de Douala Bangui et Douala N'Djamena, le ras-le-bol des transporteurs de marchandises en transit. Ça découvrit en page 6 du journal, disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est Le du Sahel, qui est disponible également, qui parle de Mayo Sava, Mayo Tchanaga. 5 personnes abattues par Boko Haram, c'est le grand titre en page 3. Le journal précise d'ailleurs, parle aussi de Marois 2e. Les populations dénoncent l'inertie du maire. Tout cela dans le journal en page 4. Et on parle aussi de l'administration pénitentiaire. Le délégué de la Damawa, bagarre dans un bar. C'est le journal qui le dit en page 4. Vous aurez l'occasion de lire l'article de ce matin et comprendre justement ce qui est arrivé. Le journal Mutation parle de Douala avec la terreur des gants. Ce qui s'est déroulé dans cet arrondissement ce week-end. Et donc continue dans le journal Mutation avec la sortie notamment du gouverneur de la région littorale qui s'est rendu dans l'arrondissement de la 2e et rencontrer aussi des populations ainsi que les autorités locales pour se poser des questions et trouver des pistes de solutions pour cette crise qui a secoué la ville de Douala. Il y a quelques jours, c'est à lire dans Mutation disponible en kiosque ce matin. Info Matin parle de municipales et législatives vers un 3e report des élections. C'est une question que se pose le numéro ce matin, parlant notamment de ce qui est fait avec aussi la question qui se pose. Combien sommes-nous au Cameroun? Qu'est-ce que les élus vont proposer à la population et selon bien sûr leur plan d'action? Autant de questions à découvrir dans le dossier proposé par Info Matin de ce matin. Le journal parle également des enseignements secondaires. Le calendrier des concours et examens 2020 déjà disponible à lire dans le numéro disponible en kiosque. Le journal, le soir hebdomadaire parle plutôt de grand dialogue national. Pourquoi Paul Biya a perdu le prix Nobel de la paix? Saint-Éloi Bidung, militant RDPC, fait le grand déballage à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle aussi de l'affaire de 100 tonnes de riz vietnamien. Les Camerounais n'ont pas faim, précise d'ailleurs le numéro disponible en kiosque. Le journal fait savoir que les Vietnamiens annoncent aussi la qualité de leur coopération avec le Cameroun. Dans le cadre notamment de cette coopération, on évoque le cas du riz, c'est à découvrir dans le journal. On parle également du détournement des deniers publics avec ces preuves qui accablent le maire d'Ngambé, c'est à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire, disponible en kiosque ce matin. La météo parle bien sûr d'Amadou Aïdjo.
4 novembre 1982, Paul Biya mérite la confiance de tous. C'est le journal qui le précise. L'intégralité du message du premier président de la République du Cameroun à la nation à découvrir la page 4 à la page 7 du journal La Météo de ce matin. Sauf qui peut-on lire également dans le journal, le directeur général de Cameco livre son PCA, c'est ce que le journal propose, dans une note adressée au chef de l'État et qu'on lui attribue d'ailleurs, Louis-Georges Dupendi, sonne bien sûr la lettre et accuse l'imposture surtout la boulimie, en tout cas du président du conseil d'administration, qui également continue dans le journal. Également ce matin, le journal La Nouvelle aussi s'intéresse à l'actualité, parlant de suspension du Cameroun, de l'AGOA, un non-événement pour Yaoundé. C'est le journal qui le précise également en page 2 et 3. Et puis on parle de l'Afrique centrale avec l'émissaire de Paul Biya, à Brazzaville. Tout cela dans le journal. Cameco, que cherchent les sorciers derrière Ngale Bibéa? C'est une question également que se pose le journal La Nouvelle. C'est à découvrir dans le tabloïd qui est en kiosque. Le journal Intégration s'intéresse à l'actualité. Le journal parle bien entendu de Cameroun, République centrafricaine, Tchad et Gabon. Le Drian, nouveau au Focard, c'est le journal qui précise, avec également d'autres explications à lire dans le dossier proposé par le journal, disponible en kiosque ce matin, tout comme l'Indépendant qui s'intéresse aussi, qui parle d'avantages commerciaux sous la loi AGOA, menace en trompe l'œil. C'est le titre également de ce matin pour expliquer la sortie notamment de ces derniers face à certains pays de l'Afrique et notamment le Cameroun. On parle aussi des boulevards avec le MRC à l'assaut d'une citadelle interdite. C'est le journal qui précise également. Alors on va lire le journal Essentiel qui est en kiosque également ce matin, parlant des catastrophes en présentant une photo d'une partie de la ville de Yaoundé. Le jour où ce rocher tombera, le journal a expliqué et proposé tout un dossier sur les zones à risque dans les localités camerounaises, notamment les grandes villes aussi. C'est le journal qui propose le dossier ce jour. Et puis Cameroun Tribune parle notamment de Douala, ce qui s'est réellement passé à Neubel, contenu dans le journal ce matin. D'autres informations que je vous invite à parcourir dans le tabloïd aussi disponible en kiosque, tout comme le Financier d'Afrique qui parle donc de gestion du fichier solde vers la digitalisation des dons, des bons de caisse, donc des agents de l'État. Le journal fait savoir que depuis quelque temps, des choses se déroulent et notamment les pouvoirs publics entendent d'ailleurs changer les salaires de ces derniers dans des cartes notamment personnalisées, avec aussi des terminaux installés à différents postes comptables du Trésor. C'est le journal qui précise également tout cela en page 4 ce jour. Vous aurez l'occasion de parcourir l'article en question et être parfum de ce traitement qui a été réservé à ce sujet. Et on parle de diplomatie économique. Le Cameroun, sous pression, c'est le quotidien de l'économie qui titre ainsi. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue en notre rédaction. Biana Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ballon-Dongo. Bonjour Charles Fonga. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. I would like to say good morning to the DO of Mezam, Mr. Mo Emile, and SDO of Santa, Georges Basilikin. It's a pleasure. C'est un plaisir également. Alors, vous comprenez bien que c'est l'actualité ce matin dans la presse avec Charles Ngafonga qui est avec nous. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nous allons faire le tour de quelques sujets, notamment la une de la nouvelle expression qui parle de consultation électorale, brouillage sur le chiffre de la population. Les élus essaient donc de se poser des questions sur ce qui va être fait. Nous attendons toujours pas de chiffres depuis quelque temps, depuis 2010. Oui, je crois que c'est un sujet digne d'intérêt, de grand intérêt même, pas seulement pour les citoyens camerounais, mais pour tous les hommes politiques. Donc, je me réjouis que le SDF, à travers son député, ait remis cela sur la sellette et sur la table. On note très bien que le découpage électoral aujourd'hui, qui a fini par arrêter le nombre de députés à 180 est vraiment dépassé. Il est dépassé car il faut noter que le nombre de députés est fonction également de la population et par circonscription. Et si on s'en tient au dernier chiffre, à l'évolution de ces chiffres-là aujourd'hui, je pense qu'on serait passé pratiquement du simple double. Ouais. Donc aujourd'hui, le Cameroun mérite plus de 300 députés. C'est ceci, il faut simplement parler des parlementaires. Donc le problème qui est posé par la nouvelle expression aujourd'hui mérite vraiment qu'on s'y attarde, pas seulement les journalistes, pas les Camerounais, mais je crois que le pays tout entier, les citoyens tout entiers. Alors, donc on va lire l'article ce matin, même si le journal fait savoir que c'est une grosse tricherie quant à la représentativité même des prochains élus locaux, qui ne sont pas toujours situés depuis 2010 quand même. Je crois que le nombre de la population est la base même
de toute entreprise au niveau même national. Quels sont les indicateurs de la population? Quelle est la représentativité? Parce que moi, je pense qu'à l'approche des élections, on devait savoir, on devait avoir le nombre exact de Camerounais. Mais on ne peut pas fonctionner dans un univers de flou là, où on ne sait pas quel est le nombre des électeurs qui vont auxquels nous demandons les suffrages et autres. Donc, moi, je pense qu'il était nécessaire d'avoir un découpage de la population, d'avoir une population générale du Cameroun, et le découpage, ça permet aussi aux partis politiques d'affûter leurs armes. Ça permet aussi à la politique générale de savoir sur quelle base est-ce qu'on doit projeter quelques projections futures au niveau de la population. Moi, je pense que le nombre exact de la population est nécessaire. Combien sommes-nous au Cameroun aujourd'hui en 2019? C'est une question qui est posée et dont on ne trouve toujours pas la solution. Moi, je pense qu'il est grand temps que les gens sachent combien nous sommes au Cameroun. Alors la presse fait bien de révéler tout cela ce matin, même si on sait que la polémique qui continue toujours à ce niveau-là, et on s'intéresse aussi aux législatives municipales avec le Social Democratic Front qui mobilise ses troupes, Nietzsche qui a fait le tour dans le Mongo. C'est en cela le paradoxe, c'est-à-dire qu'au moment où on s'est dit, on serait attendu que les hommes politiques fassent vraiment chorus pour que la population exacte du Cameroun soit connue, pour que le fichier électoral soit véritablement connu. On s'est rendu compte que tous sont engagés déjà dans ces législatives municipales. C'est-à-dire au même moment où vous dénoncez une situation qui est normale, et de l'autre, on voit très bien que vous êtes engagé. On a vu le MRC annoncer qu'ils seront présents à toutes les élections. On voit que le SDF est en train de mobiliser ses troupes. Une façon de dire qu'on ira aux élections, quel que soit le fichier électoral, on ira aux élections, malgré le découpage électoral actuel. Alors je pense qu'on pourrait poser ce problème-là sur la table et qu'ensemble, on essaie d'y trouver une solution. Mais tant tel que c'est parti, j'ai envie de dire qu'on va encore aller à ces élections municipales législatives avec le découpage électoral qu'on connaît, avec le fichier électoral qu'on connaît. La priorité, ce n'est pas seulement les élections. La priorité, c'est peut aussi être d'organiser suffisamment le territoire. La priorité peut aussi être de mettre fin à la crise anglophone. Quand nous irons à ces élections-là, où mobiliser les troupes ici, ces gens-là auront-ils la possibilité d'aller mobiliser les troupes au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce que les populations du nord-ouest et au sud-ouest, qui ont déjà été exclues lors de la dernière élection présidentielle, vont-ils encore être exclus pour ces nouvelles élections qui arrivent? Je crois qu'il y a un véritable problème sur la table. Les hommes politiques sont dans leur rôle et on les comprend très bien. Alors, c'est la même analyse? Non, moi, je pense que la meilleure façon d'entériner la sécession, c'est justement d'organiser les élections. Lorsqu'une partie de vos électeurs n'est pas en toute quiétude, on ne peut pas. Moi, j'ai dit la fois dernière que la circonscription, quand on parle par exemple des élections présidentielles, la circonscription électorale, c'est le territoire national. Et elle doit être homogène. Homogène, c'est-à-dire que s'il y a la paix dans un lieu T, il doit y avoir la paix dans un autre lieu. On ne peut pas organiser des élections alors qu'il y a la quiétude au nord, alors qu'il y a la quiétude au sud et autres là, et qu'il n'y a pas de paix, l'insécurité dans d'autres régions. Non, on ne peut pas avoir des élections fiables à ce niveau-là. On ne peut pas. Ce qui est vrai de la population est vrai au niveau de la fiabilité des élections. Mais de quelle élection pouvons-nous attendre? De quelle élection pouvons-nous attendre dans le nord-ouest ou le sud dans ces conditions? Moi, je pense qu'il faut vraiment toutes les raisons garder. Il faut regarder la chose avec beaucoup. Moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent que, à la limite même, on doit encore reporter les élections. Qu'il faut que la sérénité revienne, parce que c'est ça le préalable pour que des élections soient fiables, pour que ceux qui seront élus soient légitimes. Moi, je pense que la priorité, c'est que le territoire national soit homogène. Alors, on voit bien, avec la nouvelle expression ce matin, Jean-Michel Nietzsche qui est déjà engagé, il retourne à la base, mobiliser les troupes pour les éventuelles élections, en parlant de législatives et municipales. Oui, mais ça fait partie de l'ordre normal d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, c'est d'aller toujours vers ses électeurs. Le rôle d'un parti politique, c'est d'entretenir ses électeurs, même si on n'est pas à la proximité d'une élection. C'est ça le travail d'un parti politique. Il doit être actif, il doit aller tous les jours vers ses électeurs. Donc on ne peut pas toujours lier
à cette sortie à une éventuelle élection, même si par ailleurs le programme prévoit des élections, je crois que ce sera au mois de février, normalement, si on regarde le chronogramme. Mais non, un parti politique doit rentrer, doit fonctionner, doit être en fonctionnement perpétuel. D'accord. Alors, l'article est contenu en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. Et en même temps, on va découvrir dans le même journal, on parle aussi du MRC dans le sud, ce qui s'est passé. Les langues se délient carrément. Des populations qui essaient de s'exprimer sur ce qu'on a pu observer là-bas. Nous ne laisserons pas ces hommes du passé détruire l'image et compromettre d'ailleurs l'avenir de la nouvelle génération. C'est ce qu'on peut découvrir, notamment celle du Sud, des enfants du Sud. Donc la République aujourd'hui soutient une élite de cette partie qui a commis un article pour décrier ce qui se passe et les jeunes qui sont davantage secoués et qui ne sont pas situés. Oui, je pense qu'on est Camerounais. Il n'y a pas une partie du Cameroun qui appartient à un parti politique précis. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais et les partis politiques sont donc libres de s'exprimer où qu'ils veulent. Donc ce qui se passe dans le Sud est quand même un peu symptomatique de la façon dont les choses se passent dans ce pays depuis très longtemps. Donc on peut le regretter. On peut regretter qu'un parti veuille tenir un meeting et que pour des raisons qui sont pas assez souvent fondées, si on s'en tient aux productions des journalistes, qu'ils en soient, que ce meeting soit interdit. Et qu'on a bien vu que, je crois que j'ai pu lire dans certains journaux que des cars transportant des militants ont été stoppés à des barrages. Certains militants ont été agressés. À l'entrée de la ville de Bolova, par exemple. Et que certains militants ont été agressés. Donc c'est regrettable qu'on en arrive là aujourd'hui. Assez souvent, c'est ceux qui gèrent ce pays qui jettent de l'huile au feu. Moi, je pense que laisser libre cours à des gens de s'exprimer au cours d'un meeting. À un meeting, les gens font des projections sur l'avenir, les gens annoncent ce qu'ils auront à faire, mais je ne vois pas en quoi est-ce que échanger avec ses militants trouble l'ordre public. Donc, pour moi, je pense qu'il y a le régime, il est assez frileux, on le connaît, il est ainsi, il est assez frileux, mais c'est fait de la mauvaise publicité pour le Cameroun que de se livrer à de tels actes. Alors, la presse est revenue encore ce matin sur les meetings interdits du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que ce soit dans le sud ou encore à Yaoundé. Je pense que, et je prends toujours cette image, on pouvait faire comme Fauveau de Baham, qui va jouer contre Colombe de Saint-Mélivan, en toute quiétude. Mais oui. Le président national, parce qu'il faut dire que ce que ces jeunes font, j'ai l'impression que ça n'engage qu'eux-mêmes. Parce que le président national du RDPC a dit « Débattons, mais ne combattons pas ». Mais que les jeunes, les militants du MRC viennent, mais qu'on les écoute. Qu'ils fassent prévaloir la force de l'argument. Qu'ils donnent leurs arguments. Et qu'au niveau de Bolova, qu'ils donnent l'argument contraire. Pour que finalement, le lecteur souverain juge de qui a l'argument qui sied à mes aspirations à moi. Mais si les jeunes du MRC, si les militants du MRC vont donner un meeting à Bolova, mais que les militants de Bolova aillent donner un meeting à je ne sais pas où, au siège du MRC, et que les idées se confrontent, c'est de cela qu'il est question. C'est un débat d'idées. Il faut que l'idée du RDPC vienne l'emporter sur l'idée du MRC. Comme ça, on aura évolué. Ou encore vice-versa. Je pense que c'est ce logiciel qui consiste à dire que mais non, il ne faut pas que un autre parti vienne dans notre fief est déjà dépassé. Il faut qu'on change de paradigme. Qu'on change de paradigme au niveau même du comportement des militants. Et que ce soit au niveau même du comportement des agents de force de l'ordre, des sous-préfets. Moi, je pense que on a parlé aussi d'interdiction des meetings du MRC. Si la police peut réprimer un meeting, elle est aussi capable d'encadrer des militants. Mais c'est de cela qu'il est question, qu'on change aussi de paradigme. Quand un parti politique de faire une demande de manifestation, mais quand on encadre cette manifestation, qu'on écoute, on suit au moins ce qu'ils veulent dire, qu'on encadre cette manifestation, et puis on passe à autre chose. Moi, je pense que c'est de cela
C'est à ce moment-là que le niveau du thermomètre, le niveau inscrit de thermomètre, dans le thermomètre, la démocratie va être haut. Parce que les paradigmes d'interdiction, comme de manifestations bruyantes, c'est déjà dépassé. Okay. Pour un pays qui, je crois qu'on est 27 ans après la nouvelle ouverture, on devait évoluer, on devait changer de paradigme. Alors, je vous invite à lire le contenu en page 10 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Mais il y a autre sujet aussi qui fait le tour de la presse. Mutation parle de la terreur des gangs. C'est le titre ce matin. Et en même temps, on va lire la suite dans le journal Cameroun Tribune qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse toujours au même sujet, mais avec un autre titre. Ce qui s'est passé, qui s'est réellement passé à Neubel à Douala. Oui, c'est regrettable. Hein? C'est regrettable qu'on vive cela pratiquement en 2019 et dans une grande ville comme Douala. Et c'est à cela que je regrette, ou encore je me demande bien à quoi servent tous ces écrans qui ont été positionnés un peu partout en ville. C'est-à-dire que dans tous les carrefours, on a des écrans de contrôle de la population. Et moi, j'avais pensé qu'avec ce dispositif, il aurait été facile, depuis le centre de commandement, de savoir qu'il y a une émeute, qu'il y a un soulèvement qui se prépare quelque part, et très vite intervenir, c'est-à-dire y déployer les forces de l'ordre pour qu'on puisse mettre fin à cela. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous voyons un peu dans tous les carrefours, mais on n'a pas encore compris à quoi cela sert. Car une fois qu'une bande de jeunes s'organise ainsi, on aurait pu les repérer très vite et envoyer une escouade de policiers ou de gendarmes aller les disperser. Donc cela n'a pas été fait. Donc c'est un peu la faute aussi à ceux qui gèrent ce pays, car gérer c'est prévoir. On pense qu'il y a des velléités de prévision, mais sur le terrain, rien n'a été fait. Mais maintenant qu'on en arrive à une telle situation où les jeunes décident de se constituer en gang, d'agresser en plein jour, de défiler avec des machettes et des couteaux, je crois que on est vraiment, comme on dit, on est à un niveau où on pourrait casser le thermomètre. Donc la population doit s'organiser, ce qui est déjà en train d'être fait, mais il faut également qu'on puisse réprimer. On ne peut pas tolérer que dans une république qu'on puisse avoir de tels actes. Mais au demeurant, il faut aussi noter qu'il y a la responsabilité à un niveau. Ces jeunes-là, c'est sûrement des jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, qui pour certains ont quitté l'école pour une raison ou une autre. Il faut aussi chercher à comprendre comment on en est arrivé là. Alors le titre de mutation n'est pas exagéré, par exemple, la terreur des gangs. Oui, mais quand on regarde l'image, on a l'impression que c'est une terreur. Moi, je disais la fois dernière que ce qui est vrai à Saint-Mélima est vrai à Ebolova, vrai à Bamenda, vrai à Gawa et vrai à Neubel. Il s'agit de la délinquance juvénile qui s'aggrave. Il n'y a pas autre chose que cela. Et elle se nourrit du fait que les dépravations ont atteint une cote d'alerte. Parce que quand on revisite cette histoire, on constate que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À Saint-Mélima, il s'agissait d'une affaire de mœurs, d'une jeune fille avec deux jeunes gars. À Neubel, c'est la même chose. Avec en toile de fond de tout cela, la drogue. Avec en toile de fond, le chômage. Avec en toile de fond, l'oisiveté. Il ne faut pas regarder les conséquences, mais il faut chercher à trouver les solutions aux causes des conséquences. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que c'est la terreur? Est-ce que Neubel est devenu un no man's land? Je rejoins un peu Charles pour dire que est-ce que nous avons les pouvoirs publics ici? Est-ce que nous avons des mesures de sécurité? Mais le gouverneur est descendu quand même. Pour oui, aller, le gouverneur est descendu après coup. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mesures d'anticiper? Pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas ce genre de choses? Il y a des caméras de surveillance comme il a dit. Pourquoi on ne pouvait pas détecter ça? Non, mais je pense que si c'était un meeting de parti politique, on aurait su avant. Non, je pense qu'il faut vraiment que... Vous n'allez pas dire que ce sont des pots de fleurs qu'on a plantés et qu'on a installés partout dans la ville? Mais c'est les caméras. Puisqu'on n'a pas pu anticiper ça. Vous avez vu une horde de jeunes. C'est devenu, à un moment, Neubel était devenu, Neubel-Ngonchois, c'était devenu un no man's land.
un no man's land. Tu as vu des jeunes avec des machettes, des couteaux et autres là qui voulaient en découdre avec ceux d'en face. Mais c'est extrêmement grave. Pour qu'on s'arrête à une visite de gouverneur et puis après il dit bon, le calme est revenu, ça va. Non. Il faut regarder la racine du problème. Il faut regarder la racine du problème. Qu'est-ce que le service social fait par rapport à ce genre de problème? Par rapport à ce genre de déviance. Mais il faut que le service social prenne la chose en main pour savoir qu'ici, à Neubel, il y a tel foyer. On connaît les foyers, par exemple, de drogue, d'approvisionnement en drogue ici dans ce pays, dans cette ville de Douala. Tout le monde connaît que lorsque tu vas à Bonadi, bon, tu vas trouver un foyer d'approvisionnement en drogue. Lorsque tu vas à X ou Y, non. Je pense que c'est là-bas. C'est là-bas, c'est de ce côté qu'il faut surfer. Il ne faut pas surfer sur les conséquences, mais sur les causes de ces conséquences. Alors, on a évoqué le sujet tout à l'heure, on parlait des législatives municipales. L'Info Matin pose une question, vers un troisième report des élections. Je crois que l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Si on décide de reporter les élections parce qu'on pense que ce qui est important pour le Cameroun, juste la résolution de la crise anglophone, tous les Camerounais seraient d'accord, car nous savons qu'on n'a pas encore pu trouver une véritable solution. Il ne faut pas aller aux élections simplement parce qu'il faut y aller aux élections. On peut également à un moment s'arrêter, expliquer aux Camerounais, ils comprendront pourquoi est-ce qu'on a dû reporter. Et dans d'autres pays, on a pu vivre ces situations où les élections étaient plusieurs fois reportées. Donc, vers un troisième report, moi-même j'entrevois, je pense que c'est possible, dans la mesure où il y a également des leaders politiques qui ont pensé à cela. Alors, vous dites un mot la réponse se trouve même dans la question. Est-ce qu'on peut tirer une légitimité d'une élection dans ces conditions? Est-ce que vous pouvez trouver une légitimité populaire d'une élection organisée dans des conditions actuelles? Vraiment, ça c'est la grande question. Est-ce que le maire qui va aller à Batibo aujourd'hui pourra être capable d'être voté, ou bien alors Eli Kamkiba là-bas pourra organiser des élections suivant les règles de l'art? C'est les questions qu'il faut poser. Et donc moi je suis d'accord avec Charles qui dit que si pour l'intérêt supérieur, et l'intérêt supérieur de la nation passe par la résolution des problèmes anglophones. Si pour l'intérêt de la nation on peut reporter, moi je pense que c'est nécessaire. Voilà, donc Info Matin qui parle de municipales et législatives vers un troisième report des élections. C'est une question que se pose au journal. Mais le soir hebdomadaire parle du grand dialogue national. Pourquoi Paul Biya a perdu le prix Nobel de la paix? Saint-Éloi Udon, c'est vrai, c'est le déballage, le grand déballage. Je ne sais pas s'il était en liste pour le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il y a des critères pour être éligible. Je ne sais pas s'il remplissait tous ces critères-là. Et en ce qui me concerne, je ne vois pas très bien pourquoi il aurait même été candidat. Parce qu'il y a des critères. Au Cameroun, nous sommes en situation de crise. On a souhaité qu'il organise le grand dialogue national. Ça a été fait. Peut-être à partir de là, on pourrait... mais ce n'est pas le grand dialogue. Le problème, ce n'est pas d'organiser un grand dialogue. Le grand, c'est de trouver une solution au problème anglophone. Est-ce que le grand dialogue a permis qu'on trouve une solution? Non. Mais voyez-vous, après ce grand dialogue, ce qu'on attendait, c'était les résolutions et la mise en pratique de ces résolutions-là. Mais les résolutions, on ne les connaît pas. Il y a eu des propositions qui ont été faites par ceux qui ont participé à ce grand dialogue-là. Mais jusqu'à présent, on attend que les résolutions, que ces propositions-là soient donc transformées en résolution et soient appliquées. Mais la seule personne qui peut dire cela, c'est encore présent. Rien n'a été fait. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore bouclé le grand dialogue national. Donc pourquoi est-ce qu'on tirait les conclusions alors qu'on n'a pas bouclé le grand dialogue national? Alors, pourquoi Paul Biya n'a pas eu le prix Nobel de la paix? Alors, pour avoir le prix Nobel de la paix, il faut faire revenir la paix. C'est de cela que les questions. C'est la récompense du fait qu'on ait fait revenir la paix quelque part. Est-ce que la paix est revenue dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que la paix est revenue? C'est là la réponse à la question du journal. La paix n'est pas encore revenue. Attendons que la paix revienne pour qu'on prétende à avoir le prix Nobel de la paix. De tout, même les vœux de tous les Camerounais. Tout le monde aimerait que le président de la République ait le prix Nobel de la paix. Mais avant d'avoir le prix Nobel de la paix,
Il faut que la paix soit revenue. Oui, mais il faut se noter que la paix, c'est pas seulement au sud-est, nord-ouest. Hein. Quand un Camerounais qui souffre, qui ne peut pas envoyer son enfant à l'école, qui ne sait pas s'il pourra manger demain, il n'est pas en paix. Donc la paix, ce n'est pas seulement le crépitement des armes. Certes, on veut qu'il puisse avoir une accalmie dans le nord et le sud-ouest, que les choses reviennent à la normale, mais également la paix doit intégrer la capacité des Camerounais à vivre de la production nationale, des richesses nationales. Donc la paix doit également intégrer cela. On ne va pas donner un prix Nobel simplement parce que les armes ne crépitent pas, mais il faut également que les populations à l'intérieur du pays vivent vraiment en paix avec eux-mêmes. Alors, autre chose à lire dans la presse ce matin, on parle de Cameco toujours, depuis pratiquement quelques jours. Sauf qui peut, c'est la météo qui le dit, sauf qui peut, le directeur général de Cameco livre son PCA. Bon, moi, je pense qu'on est déjà habitué à des atermoiements, à des tirs groupés, à des attaques du PCA contre le directeur. Pour moi, la solution, c'est de mettre fin à cette compagnie. Oui, je crois qu'on peut en arrêter là. Oui, parce que c'est un gouffre à sous et il n'y a pas de résultat. C'est des attaques personnelles, des gens qui se donnent des coups. Donc, à un moment, on se demande bien si on n'est pas dans un cycle. Donc, il faut donc arrêter le cycle. Pour moi, il faut mettre fin à cette compagnie. Mais le PCA ne gère pas la structure au quotidien. Oui, le PCA n'est pas censé gérer la structure au quotidien, mais on se rend assez souvent compte que on a l'impression, en ce qui concerne la Cameco, que le PCA est omniprésent. Sinon, je ne comprends pas comment est-ce que le directeur peut à chaque fois interpeller le PCA ou accuser le PCA de quoi que ce soit. Non, on ne comprend pas très bien comment ça se passe là-bas. Peut-être que pour Cameco, le PCA a un rôle de gestion directe. On ne comprendrait pas pourquoi. Mais pour moi, il faut mettre fin à ce cycle. Bernard, il y a notre journal par la suite qui dit Cameco, que cherchent d'ailleurs les sorciers derrière Ngale Bibé? Oui, non, moi je pense qu'il faut revisiter les textes qui régissent la fonction de président du conseil d'administration dans ce pays. Parce que chaque fois on parle de PCA contre le directeur, à ce qu'on sache, c'est que le PCA n'intervient que lors des conseils d'administration. Et que son salaire, c'est ce qu'on appelle en économie les jetons de présence. Jetons de présence. Ça se limite à là. Bon, là maintenant, dans le quotidien des entreprises, tout se passe comme si le PCA devient un super directeur qui demande des comptes à tout moment et au directeur général. Moi, je pense qu'il faut revisiter ça. Il y a des structures pour réorganiser les entreprises, pour dire que voilà le rôle du PCA, voilà le rôle du directeur général. Maintenant, pour la Cameco, c'est aussi vrai que l'Africa Foot et autres, il y a c'est une nébuleuse qu'on ne connaît, on n'a jamais su les tenants et les aboutissants de la gestion au quotidien de cette compagnie de navigation aérienne. Mais on peut quand même lier et découvrir que le PCA vient du privé, du secteur privé, donc il sait quand même faire la part des choses. Le rôle du directeur général et le rôle du président. Oui, mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Dans la pratique, ce n'est pas le cas. Toujours, on a trouvé des échauffourées, des contradictions entre le PCA et le directeur. Donc moi je pense qu'il faut révisiter, il faut faire appliquer les thèses. Il y a aussi une guerre de clans. Et une guerre de clans. Il faut faire... On a des thèses dans ce pays, et de bons textes. Il suffit de les appliquer et tout marchera bien. Le problème au niveau de la gestion quotidienne, c'est l'applicabilité des thèses. On les bafoue à tous les champs. Il y a la guerre des clans, on vous dit, le directeur est adoubé par la présidence de la République. Le PCA, il n'a pas l'onction de la présence de la République. Donc à chaque fois, c'est la guerre des clans. Assez souvent, c'est des gens qui, par personne interposée, se livrent à une véritable guerre. C'est une guerre froide. Donc, et le Cameroun, c'est le pays qui sort perdant avec tous ces milliards qui sont engloutis par Cameco depuis des années. Pour moi, je dis encore une fois de plus, c'est vrai que cette souveraineté aurait pu faire la fierté du pays, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de compagnie aérienne et se portent très bien. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre fin à ce cycle-là et peut-être créer une nouvelle compagnie aérienne. Pourquoi on n'est pas obligé d'avoir une compagnie aérienne dans les circonstances actuelles? On peut bien évoluer sans compagnie aérienne. Celle qui est là ne sert pratiquement, j'ai envie de dire, pratiquement à rien. Je pèse mes mots. Alors, je vous invite à lire également, il y a la une de la météo, Amadou Aïdjo, 4 novembre 1982, Paul Biya mérite la confiance de tous. C'est ce que le journal nous apprend ce matin. Il y a l'intégralité du message même à découvrir dans le journal.
Ben oui, tout le monde, à l'arrivée du président Paul Biya en 1982, on quittait d'un régime fort, d'un régime, et on a pensé ce jour-là qu'on voit une bouffée d'oxygène avec l'arrivée du président Paul Biya. Bon, 37 ans après, chacun peut juger de ce qui s'est passé. Il y a eu des évolutions, bien entendu, autant qu'il y a eu des faiblesses au niveau de ce régime. Moi, je pense qu'il a entrepris une action humaine, fondamentalement critiquable et donc perfectible. On ne doit pas toujours s'arrêter aux faits négatifs de ce régime. Ce régime aussi a fait des évolutions au niveau même du quotidien des Camerounais. Moi, je pense que c'est un régime qui est arrivé, qui a ses forces comme ses faiblesses, oui, comme toute action humaine. Il y a quand même le message à Madoua Idjo que vous aurez à lire et qui vous rappelle quand même des bons moments. Donc, que j'ai lu par le passé, que j'ai assez souvent lu. Je vous laisse un homme riche, pétri d'expérience, je vous laisse un pays plein d'argent, je vous laisse plein de choses également. Donc, dans ce message quand même. Oui, la venue du président Paul Biya au pouvoir avait suscité beaucoup d'espoir. Et le président Paul Biya est arrivé dans la même logique pour perpétuer le système néocolonial mis en place par les Occidentaux, notamment les Français avec Ahidjo. Donc c'était une continuité. Donc tout ce que dit Amadou Ahidjo, c'est vrai. Mais c'est ce que M. Paul Biya s'était vertu à faire pendant tous ces plus de 30 ans de règne. Il s'était vertu à perpétuer effectivement avec une économie totalement extravertie, avec le règne de la toute-puissance de l'État, avec le centralisme à outrance. Je crois que c'est centralisation à outrance. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans la même logique de ce qui s'est passé avec Amadou Ahidjo. Beaucoup de personnes ont l'impression que ça a changé. Non, c'est le même système. La preuve, c'est les mêmes personnes qui géraient avec Amadou Ahidjo qui le sont encore aujourd'hui. Quand c'est pas, ce sont leurs enfants. On est dans la logique, il faut la logique de la reproduction sociale. Voilà. Donc, qui était chez Amadou Ahidjo. Donc, quand on dit que les choses ont évolué aujourd'hui, on dit que le pays était riche, il est moins riche aujourd'hui. Ok. Ça, c'est sujet à débat. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la toute première de la semaine. La revue de Grande Une, la presse est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et lire également le traitement qui a été réservé à tous ces sujets. Merci. Bon retour avec différentes rédactions. Demain, ce sera la deuxième de la semaine. Bonne journée à tous.